l'ancien et le nouveau, entre le progrès promis et la précarité grandissante, entre la nature immuable du Canada et l'hypermodernité du monde contemporain. C'est l'image d'un monde en mutation et en instabilité. Et puis évidemment, le dernier exemple, faut-il rappeler à nos spectateurs que le plus grand photographe vivant aujourd'hui est un Canadien et il s'appelle Jeff Wall. Ce n'est pas une star, c'est un brillant intellectuel, c'est un professeur et en même temps, il a été de ceux qui ont élevé la photographie au format, même au grand format de la peinture et de la peinture d'histoire avec des allusions constantes à Manet ou à Delacroix. Alors prenons simplement cette scène de rue très célèbre intitulée Mimique, datée de 1980, on est au début vraiment du travail de Jeff Wall. Elle semble montrer comme ça une scène prise sur le vif, mais non, elle a été entièrement reconstituée par Jeff Wall avec des acteurs, avec des choix très précis d'emplacement dans la ville de Vancouver. Et de ce point de vue, vous voyez, Jeff Wall travaille peut-être plus comme un réalisateur de cinéma que comme un photographe ordinaire. Dans cette image, il y a une violence latente. Il y a toute la scène tourne autour de ce geste, de cette mimique agressive qu'un homme adresse à un autre. Il y a là le début d'un film, c'est une image narrative, c'est le début d'un récit sur fond de rivalité masculine, amoureuse ou intercommunautaire. Évidemment, on est là dans une violence sociale latente. Alors, ces trois artistes qu'ils nous montrent, ils nous montrent que la capacité de la photographie d'art à faire du reportage, à informer autrement que les médias, à ouvrir justement le paysage, à parler du monde capitaliste avancé et de ses bouleversements. On est là dans une photographie qui est vraiment à mi-chemin entre photographie d'art et photographie sociale, vraiment dans la plus juste intersection du politique et de l'esthétique. Je suis sûr que les enfants de Jeff Wall, de Roy Harden et de sont dans la rue. Sont dans la rue en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez, François Bovin? Eh bien, il y a beaucoup d'artistes aussi qui sont impliqués dans ce mouvement. Et puis, je pensais, pour ce qui est du cinéma, à Xavier Dolan, qui était à Cannes, là, il y a quelques jours. Voilà, et qui a fait une photo avec le carré rouge pour montrer qu'il était solidaire. Et puis, il y a une protestation d'une journaliste à Montréal qui disait « Non, mais c'est insensé, ça gâche la fête. Pourquoi aller traîner notre linge sale à Cannes ?» Et il a répondu, mais de façon assez forte, oui, il a sorti les gros canons pour montrer que non, il y a vraiment, c'est une révolte très forte, ils sont très convaincus. Ils vont obtenir ce qu'ils veulent. Là, il y a encore des négociations aujourd'hui, toute la journée de mercredi. Oui. Apparemment, le gouvernement est en train de céder sur... le Premier ministre les a vus hier, ça fait 4 mois qu'il ne s'était pas intéressé à eux, il a enfin daigné les visiter. Oui, c'était incroyable, c'est une gestion de crise, mais incroyable de s'absenter. Le Premier ministre n'a jamais voulu rencontrer les principaux protagonistes de l'affaire. Et bon, hier, il a fait une visite furtive on ne sait même pas combien de temps il est resté, 30 minutes ou pas. On va faire un petit saut dans le temps à propos de révolte estudiantine. Novembre 86, on est en France, la moutarde monte au nez des étudiants de Dijon. C'est un peu lourd, je sais. Ça fait un effet boule de neige. 2 vaquets au piquet. Vous vous souvenez de ce slogan? Ben voilà. Piqûre de rappel pour vous par le Journal du Temps de Bruno Godenzi. C'était 86. La grève des étudiants canadiens dure, perdure et signe son refus du libéralisme appliqué à l'éducation. Mais l'épineuse question des frais d'inscription et de leur augmentation vertigineuse constitue-t-elle vraiment une première historique mondiale? Pas vraiment. France 1986. La droite est revenue au pouvoir avec la première cohabitation et se sent forte. Alain Devaquet présente un projet de loi sur la réforme des universités. Mais c'est tout de suite la levée de bouclier. La loi prévoit en effet que les universités fixent les frais d'inscription, sélectionnent les étudiants à l'entrée et choisissent les méthodes d'enseignement. Bref, c'est le tout début de l'autonomie des facs et les étudiants ne voient pas du tout cela d'un bon œil. Au contraire, craignant l'instauration d'une université divisée en facs riches et facs de pauvres, les étudiants de Dijon se mettent à bouger, puis tous les autres, qui se réunissent à Paris et proclament joyeusement la grève générale. Nous sommes fin novembre et le mouvement va faire tache d'huile. En province d'abord, mais aussi et surtout parmi les lycéens qui se sentent évidemment concernés, la prochaine rentrée, c'est la leur. Commencent alors les grandes manifs et la guerre des chiffres. Quand les organisateurs disent 1 million d'étudiants à travers la France, la police dit 200 000. Quoi qu'il en soit, le mouvement s'amplifie et une première manif dégénère. Le ministre de l'Éducation, René Monory, intervient aussitôt à la télévision. Oui, mais le lendemain, les policiers poursuivent et tabassent un étudiant qui n'était même pas manifestant. Pire, Malik Oussekine meurt de ses blessures.
La loi Devaquet ne sera pas, elle est retirée, Devaquet démissionne et tout provisoirement rentre dans l'ordre. Vous vous souvenez, Anne Muxel, j'ai 20 ans et je peux me mobiliser pour des valeurs, c'était ça, et c'est encore ce qui se passe là aujourd'hui? Oui, je me souviens très bien. En tout cas, 86, c'était le premier grand mouvement lycéen et étudiant après mai 68, ouais. 10 ans plus tard. Même si les étudiants et lycéens de l'époque, en 86, disaient « nous ne faisons pas, ce n'est pas mai 68, nous faisons autre chose ». Mais enfin, quand même, c'était la première fois que massivement, ils réoccupaient la rue et qu'il y avait aussi cette confrontation très brutale avec les forces de l'ordre. Cela a été rappelé dans le document, dans les images d'archives que vous avez montrées. Oui, depuis cette date, donc finalement on peut dire quasiment 30 ans, il y a maintenant un rappel des valeurs de solidarité, d'équité, de justice, de droit à la formation. Et donc cette façon dont les valeurs universalistes sont convoquées, rappelées par les étudiants, à l'occasion certes toujours des réformes touchant le système éducatif, eh bien petit à petit inscrit dans le paysage politique cette piqûre de rappel que les jeunes générations envoient toujours à la classe politique pour maintenir des conditions de plus grande justice sociale et qui, en même temps, affirment l'inquiétude et l'anxiété croissante qui est la leur face aux conditions de plus en plus difficiles aussi d'inscription dans la société, d'insertion sur le marché du travail, d'obtention d'une autonomie en matière économique ou en matière de logement. Ce sont des questions auxquelles les jeunes sont très directement confrontés en France et au Québec et dans beaucoup de pays et qui probablement mobilisent les jeunes générations et les amènent à mettre en scène finalement la question de leur devenir. Eva, enfant post-Devaquet, vous nous parlez d'un livre sur la révolte, s'il vous plaît. Oui, je vais vous parler d'une petite anthologie autour de la révolte qui est parue au Mercure de France en 2008, où on trouve des récits de révolte, des manifestes et des réflexions autour du sujet. Ça va de la Révolution française à la Commune, on a l'affaire Dreyfus, l'appel du 18 juin de De Gaulle, le manifeste Dada, on croise Jules Vallès, Aimé Césaire, Baudelaire même, qui s'en donne à cœur joie dans la révolte. Et on remarque quelque chose dans tous les textes, c'est la chose qu'ils ont en commun, c'est que la révolte est glorifiée. La révolte, c'est beau, c'est noble, c'est grand, c'est courageux, on est tous égaux devant la révolte. Nos solitudes se lient frénétiquement. Et comme le disait Camus, je me révolte, donc nous sommes. Donc on se révolte pour critiquer, mais on ne critique pas la révolte. Et c'est pour ça qu'il y a un texte qui est sorti du lot, pour moi en tout cas, de l'écrivain ukrainien Piotr Ravitch. Est-ce que vous le connaissez ? Non. Très bien, on avoue tous notre ignorance, on est nuls. Allez-y, terminez. Piotr Ravitch, c'est un écrivain qui a survécu à l'horreur des camps et qui a publié le premier roman en langue française sur la Shoah, Le sang du ciel, qui a eu un grand succès, mais il est beaucoup moins connu pour le livre dont je vais vous parler, un texte très très court, publié en 69, à chaud, après mai 68, où il livre en réactionnaire et contre-révolutionnaire ses critiques justement des étudiants qui trouvent un peu grotesques, puisque tout à l'heure Anne Muxel vous parliez de dérision, c'est peut-être ça dont il ne faut ne pas manquer quand on fait une révolte, quelle qu'elle soit. Alors, Ravitch, en bon témoin oculaire, relate le grotesque de l'émulation de 68. Synthétisez, mon enfant. Je synthétise. Il parle des étudiants qui hurlent des mots révolutionnaires, comme disait le camarade Lénine, tout ça, sans aucune valeur sémantique. Il parle aussi de ceux qui se révoltent pour faire comme les autres. Après tout, ils ne savent pas trop pourquoi, mais ils veulent faire partie du groupe. Il parle des comparaisons et des échelles de révolte. C'est un vieux con. Pardon. Non, ce n'est pas un vieux con. Vous allez voir ceux qui disent « j'étais sur les barricades, mon frère a eu un trou dans la tête » et l'autre qui dit « mon frère a eu un trou plus gros que ton frère dans la tête ». Parce qu'il y a des échelles de révolte. Eva, il faut conclure, mon ange. Je conclurai avec une anecdote. La plus magnifique, celle qui mène au ridicule mais flamboyant, c'est quand l'un des étudiants s'écrie « Camarades, Citroën est en grève, allons aider les prolétaires en lutte » et qu'ils se pressent tous exaltés avec leur piquet devant l'usine et qu'ils sont accueillis par « Petit con au boulot ». Voilà, c'est un texte qui donne à réfléchir. Je ne souhaite pas la gueule de bois au Québec. En tout cas, je vous l'offre. Anne Muxel, par exemple. Qui est l'éditeur ? Mercure de France. Mercure de France. Pour conclure, le mot de la fin à vous, François Gauvain. Vous disiez, on est en train d'apprendre à vivre ensemble, à être le Québec tous ensemble. Vous pensez que la vertu de ce printemps érable, comme on dit, sera sans doute de cimenter quelque chose et non pas de faire une fracture, d'opérer une fracture ?
Alors l'avenir le dira, mais effectivement, d'après les sondages, la population est divisée. Il y a des mouvements contre, il y a des étudiants contre le mouvement, mais je crois qu'il y a un mouvement de solidarité qui est en train de se créer, une nouvelle forme de solidarité, de penser le vivre ensemble. Voilà. Très bien. Merci à tous. À suivre sur Arte, film sublime, n'est-ce pas Jean-Max Collard? 3 enterrements avec Tommy Lee Jones. Élégie superbe sur la vieillesse des héros qui se déroule à la frontière mexicaine. On se retrouve demain à la même heure dans 28 minutes sur Arte bien sûr. Bis morgen, tchuss.